Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. On parlera d'ailleurs du nom de votre parti dans un instant. Mais clin d'œil de l'actualité, Emmanuel Macron aura l'occasion justement tout à l'heure de parcourir les décennies de vie politique qu'a exploré également Jean-Pierre Elkabbach, puisqu'il va parler Constitution, celle de notre 5e République. C'est son 65e anniversaire qu'il a célébré. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Qu'est-ce qui ferait que vous seriez satisfaite? Sur quoi le président doit bouger? En tant qu'écologiste et en tant que femme, il y a deux sujets qui me tiennent à cœur. Le climat, la biodiversité et la protection de l'environnement dans la Constitution. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, puis ça a été stoppé un peu dans son élan. Il doit prendre son courage à deux mains et aller jusqu'au bout. C'est important pour les générations futures et pour l'habitabilité de la planète. Et puis, évidemment, l'IVG dans la Constitution, qui était un autre... la liberté ou du droit à l'avortement. Qui était un autre engagement de la majorité et qui s'est là aussi stoppé net. Et on voit bien que c'est des droits qui, un peu partout dans le monde, sont progressivement remis en question alors qu'ils paraissaient évident et logique. Et donc, inscrire ces deux valeurs, ces deux droits dans la Constitution nous paraissent vraiment importants en 2023. Après, il y a d'autres sujets. Il y a l'indépendance de la Corse, on le sait. Il y a sur quoi on pourra faire des référendums. On attend de voir ce qu'il annonce. Mais moi, avec Macron, j'attends plus juste ce qu'il annonce. J'attends de voir ce qu'il fait à la fin. Parce que des annonces, on en a quand même beaucoup. En partie de vous, parce que pour le coup, vous avez raison. Pour réformer la Constitution, il faut faire passer un texte qui soit voté dans les deux chambres, Assemblée et Sénat, puis au 3/5e par le Congrès ou par référendum. Ça veut dire que si les notions que vous venez d'évoquer sont dans la proposition d'Emmanuel Macron, vous recommanderez à vos parlementaires écologistes de voter pour cette réforme de la Constitution. Il faut qu'il n'y ait rien d'infamant, mais c'est vrai qu'on voit bien la difficulté. L'IVG, c'était une promesse, et là, on va se retrouver dans un texte avec peut-être l'IVG et plein d'autres choses, et donc c'est un peu prendre le sujet en otage parce qu'il faut être d'accord avec tout. Vous voyez, si le gros sujet médiatique dont on parle pendant 3 semaines pour cette réforme constitutionnelle, c'est de faire un référendum sur l'immigration, forcément, nous, on se demande à quoi bon. Si c'est ça la priorité constitutionnelle de ce pays, de faire un référendum sur l'immigration, puis on va dire quoi, pour ou contre les migrants, ça n'a aucun sens. Mais élargir par principe le champ du référendum pour pouvoir l'ouvrir à d'autres thèmes? Ça, nous sommes d'accord. Mais la question, c'est pour quelle volonté politique derrière, comment le message est porté, quel est le récit du gouvernement sur ce sujet. Si... encore une fois, il ne porte cette réforme constitutionnelle qu'en nous parlant d'un référendum sur l'immigration, en faisant des clins d'œil appuyés à on sait qui, on aura du mal à s'y retrouver. Mais encore une fois, je vous ai donné nos 2 boussoles au début de cette interview et je pense que s'il y avait ça dans le texte, évidemment qu'on se battrait pour. Pour continuer de parler de tout ça, il y a de prochaines rencontres de Saint-Denis qui sont prévues en théorie. Donc je ne sais pas si ce sera à Saint-Denis. Alors... un format qui sera défini. Peut-être que vous avez des informations sur le format, le lieu, la date. On évoque la date du 30 octobre. Est-ce que vous, par principe, vous y retournerez? Vous étiez la première fois, vous y serez la deuxième fois? Moi, j'ai un principe dans la vie, c'est que partout où je peux faire avancer mes idées, j'y vais. Que ce soit agréable ou non, que ce soit confortable ou non. C'est comme ça, on est écologiste, on n'a pas 50 occasions d'en parler au président de la République. J'étais extrêmement choquée, et je l'avais dit le 30 août dernier, qu'il nous fasse une lettre de 2 pages avec un ordre du jour sur les défis contemporains, en oubliant complètement de parler de l'écologie et de l'environnement. Donc j'y suis allée, ça a duré 12 heures, j'étais très seule à parler du sujet, à le mettre, à le remettre, à le re-remettre sur la table. Vous y retournerez pour le re-remettre. Et je constate que du coup ça a donné lieu à toutes ces annonces sur la planification écologique, à une réunion spéciale sur le sujet avec les chefs de parti, cette fois-ci avec la première ministre à Matignon. Et donc oui, nous faisons avancer le sujet dans le débat politique, dans le débat public. Et je vous dis pas que c'est simple, mais je vous dis que c'est mon travail aussi de le porter. J'y retournerai, mais j'espère que l'environnement sera à l'ordre du jour cette fois-ci. Dans l'actualité du gouvernement, il y a également la question des punaises de lit qui s'est invitée. On a appris hier qu'une réunion interministérielle aurait lieu vendredi. Hier, à l'Assemblée nationale, la Première ministre a été interrogée et disait que ce n'est pas un sujet qui devrait porter à polémique. Est-ce que vous, du côté des écologistes, vous êtes prêts à soutenir l'exécutif sur cette question des punaises de lit? Moi, mon sujet n'est pas de polémiquer pour polémiquer. Mon sujet, c'est l'action et est-ce qu'on aide les gens ou pas. Ce que je déplore avec ce gouvernement, c'est qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et donc, on est sur un sujet, les punaises de lit, où ça paraît évident qu'il faut aider les gens qui en sont victimes. C'est 11% des Français dans ces dernières années qui ont été confrontés au problème. Et donc, on sait que c'est les insomnies, c'est compris des problèmes psychiques à un moment parce que c'est très dur, et évidemment un problème sanitaire. Et le souci, c'est que ça coûte cher de se débarrasser de punaises de lit et que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale, par la société, par les assurances. Et donc, en moyenne, désinfecter un foyer, c'est 866 €. Vous considérez que c'est à l'État de payer ça? Je considère que c'est un problème de santé publique. Je considère que le coût pour la société
de cette épidémie, de cette infection est très lourd. C'est les rapports officiels qui le montrent. En arrêt maladie, en troubles du sommeil, en baisse de productivité au travail. Même ceux qui ont un raisonnement uniquement productiviste et économique devraient prendre conscience du fait que ça coûterait moins cher de financer les ménages qui n'arrivent pas à se sortir de cette épidémie que de laisser, de continuer comme ça les gens à se débrouiller. Est-ce qu'il faut aller par exemple jusqu'à un service public de la désinsectisation comme on a entendu hier? Oui, c'est quelque chose que vous réclamez? Je pense qu'il faut étudier ça, mais vraiment le sujet à la fin, c'est qui paye. Et je pense que certains ménages ne peuvent pas payer 866 € en moyenne la désinfection de leur foyer, et que on voit bien, ça les études le montrent, ça touche tout le monde, c'est pas lié, comme j'ai pu entendre des bêtises pareilles, ça devrait être interdit à la télé, mais j'ai entendu c'était lié aux migrants. Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée, l'a redit hier très clairement, lié au parcours des migrants. Non mais je le cite, il assume, il dit oui, je fais un lien. Il y a beaucoup de politiques qui disent des bêtises, ça vous le savez aussi, donc c'est pas parce qu'il dit des trucs faux et xénophobes et racistes qu'il faut les reproduire. Donc ça c'est faux, ça touche tous les milieux sociaux, partout. Mais le problème, c'est que certains milieux sociaux détectent vite et arrivent à vite financer la désinfection, et que d'autres non. Et les plus précaires n'ont pas les moyens de faire ça. Donc quand on habite en HLM, parfois le bailleur peut mettre en place des campagnes, mais des fois vous êtes livré à vous-même, et donc c'est là où l'infection devient très grave, où vous pouvez plus dormir, où ça cause des troubles. Une question, Marie-Anne Tondelier, sur l'outil. Il faut agir. Sur l'outil, point de détail, mais pour vous, la bonne réponse, ce sont les insecticides. Ce sont des produits chimiques qui sont, pour certains d'entre eux, potentiellement nocifs pour l'homme ou la nature. Est-ce que vous considérez qu'on lutte contre les punaises de lit via des insecticides? Je ne vais pas faire semblant d'être experte en désinfection punaises de lit, mais je sais qu'il y a aussi des méthodes par la congélation notamment. Il y a des méthodes sans insecticides. Ce que je constate aussi, c'est que l'utilisation excessive d'insecticides et de pesticides a causé une résistance des punaises de lit à ces produits. Et donc on voit bien que, comme pour beaucoup de choses dans la vie, le sujet n'est pas d'être pour interdiction jamais ou pour en mettre tout le temps. C'est un usage raisonné de ces produits quand ils sont nécessaires. Et donc ça évite les résistances à la fin. Voilà. Et il y a des espaces où il est possible de faire par la congélation. C'est pas les mêmes tarifs, c'est pas possible partout selon le niveau de l'infection. Donc voilà. Je voudrais qu'on continue de parler logement et revenir sur des déclarations du ministre de l'économie il y a quelques jours. Il avait évoqué l'idée de revoir le calendrier selon lequel des logements, pour être remis en location, doivent préalablement avoir été rénovés sur le plan énergétique. Pour parler calendrier, à partir de 2025, on ne peut plus mettre en location de logements classés G. À partir de 2028, de logements classés F. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, parle même de bombe sociale. Est-ce que pour vous, il faut maintenir ce calendrier, quelles que soient les difficultés? On veut quand même que les gens trouvent des logements à la fin. Mais le sujet, c'est quel logement? Et on voit bien que c'est quand même souvent les mêmes, c'est-à-dire les plus précaires, qui se retrouvent dans des passoires thermiques. C'est ce qu'on appelle l'hiver quand on chauffe, et puis en fait on chauffe les oiseaux, mais des bouilloires thermiques maintenant l'été en moment de canicule. Et on voit bien que c'est se dire que on ne peut pas comme ça empêcher vite, et donc on va laisser les gens louer des bâtiments très très mal isolés. C'est une solution à court terme. On peut se dire on préfère que les gens soient là-dedans que dans la rue, évidemment. Mais on voit aussi que ça bloque le changement, ça bloque le fait d'amener ce parc à se rénover. Et c'est très long. Vous savez que les logements sociaux dans ce pays, il n'y en a que 7% depuis 15 ans qui ont fait l'objet d'une rénovation thermique. Le Grenelle de l'environnement, c'était il y a 15 ans. Et donc, à un moment, c'est d'une lâcheté politique coupable que de laisser faire et toujours. Mais il n'y a pas que les bailleurs sociaux, il y a aussi les propriétaires particuliers qui ont des logements. Oui, mais toujours des raisons de reporter. Est-ce que c'est pas toute la difficulté qui est posée aux politiques en général et qui vous est posée aussi en tant que défenseur de la cause écologiste, savoir comment on concilie un horizon souhaitable et la réalité? Vous avez vous-même convenu il y a quelques instants qu'il y avait des difficultés à trouver des logements pour certaines personnes. Non, mais là où vous avez raison, c'est que l'État ne peut pas se contenter d'autoriser, d'interdire, de forcer ou de décréter qu'il faut faire ça ou ça. Il faut qu'ils accompagnent. Moi, j'ai fait les travaux d'isolation thermique de mon logement. Ça a pris 3 ans d'un parcours du combattant administratif que je ne souhaite à personne. Parce qu'il faut comprendre comment ça marche, qu'il y a des délais, rien que pour faire le diagnostic. Moi, ça a pris 18 mois, parce qu'il y a une aide de la région, mais il faut aller voir certaines personnes, mais tout le monde va les voir en même temps, et puis ils ne sont pas assez. Pour trouver les bons artisans, c'est aussi une tannée, les délais sont énormes, les prix des matériaux s'envolent, et donc entre le devis et le moment où vous faites les travaux, ça s'envole. Et donc l'État ne doit pas se contenter de dire il faut faire, il ne faut pas faire. Vous êtes obligé, vous avez interdiction de faire ceci ou cela. Il doit faire en sorte que ce soit simple. L'écologie, ça doit être simple pour les gens.
Parce qu'à la fin, c'est plus de bonheur et c'est souhaitable. Mais aujourd'hui, on dit il faut être plus écolo, mais on n'est pas les gens à l'être vraiment dans leur vie. C'est les comportements écologistes qui devraient être facilités dans cette société, pas les autres. Est-ce que vous faites confiance aux élus locaux aussi pour décider de ce qui est approprié pour leur territoire? Il y a des maires écologistes. Voilà. Il y a aussi des présidents de région de droite comme Laurent Wauquiez qui disent moi, je suspends l'application du zéro artificialisation nette parce qu'on a besoin de construire dans la région. Notamment, par exemple, des logements, on y revient, mais pas que, ça peut être des entreprises pour des emplois, etc. Est-ce que l'idée de suspendre cette mesure au cas par cas, en fonction des besoins locaux, ça vous paraît entendable? Alors déjà, Laurent Wauquiez, je découvre qu'en fait, il est adepte de la désobéissance, sauf que lui, c'est en marche arrière, donc il n'a pas bien compris le concept. Et c'est extrêmement choquant qu'un président de région explique comme ça qu'il ne va pas expliquer la loi. On ne lui demande pas d'être d'accord ou pas, c'est la loi. Il est président de région, il a des marges de manœuvre, il fait de la politique, des politiques publiques, mais il ne peut pas comme ça décréter que l'Auvergne-Rhône-Alpes est en dehors de la République. Ça n'existe pas. Je rappelle que 20 000 à 30 000 hectares par an dans ce pays sont urbanisés. Des terres agricoles qui disparaissent, qui sont artificialisées. Que chacun se rende bien compte. Chaque année, c'est 2 à 3 fois la surface de Paris qui est artificialisée. Chaque année. Depuis 2009, de 2009 à 2019, c'est l'équivalent de tout le département du Rhône en France qui a été urbanisé. Donc c'est bétonné, ça a un impact sur le cycle de l'eau, c'est des terres agricoles en moins. Et donc c'est très hypocrite parce que des gens comme Laurent Wauquiez, ils vont vous expliquer après qu'ils défendent les paysages, qu'ils défendent la ruralité, les agriculteurs. Mais ils défendent le fait qu'il y ait de moins en moins de terres agricoles dans ce pays. Ils défendent le fait qu'il y ait 200 exploitations qui disparaissent chaque semaine, 200 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine dans ce pays. Oui, Marie-Antolé, il y a aussi... Donc c'est très hypocrite. On ne peut pas dire on manque de logements, manque d'emplois. Vous savez, les mairies écologistes n'ont pas arrêté de construire des logements et ils respectent le zéro artificialisation nette. Il est possible, il y a des friches un peu partout. Il y a des manières de construire, il y a des logements vides sur lesquels on peut reconstruire. Mais aller prendre des terres agricoles pour faire des entrepôts logistiques, pour faire de nouvelles autoroutes, pour faire des projets inutiles, c'est ça qui se passe dans ces départements. Et Laurent Wauquiez, c'est pas pour défendre la veuve et l'orphelin qui veut pas le zéro artificialisation nette. C'est parce que les réserves foncières, c'est beaucoup d'argent, ce sont des pressions économiques. Et pour défendre le dynamisme économique de sa région. Oui, mais en fait... Moi, je défends aussi le dynamisme des terres agricoles. Voilà. Et quand on explique qu'on est un pays rural, qu'on veut manger local, de meilleure qualité, vous m'expliquez comment on le fera sans terre agricole. Lui, donc, il n'a pas le droit à la désobéissance, on a bien compris. Ah bah si, il se l'autorise. Oui, c'est juste la désobéissance, normalement, c'est pour le progrès social. Est-ce que vous vous autorisez aussi sur certains combats? Je n'ai jamais dit, en tant qu'élu, je ne vais pas respecter la loi. Quand on mène des politiques publiques, on applique la loi qui est votée. Évidemment qu'on peut... faire des désobéissances symboliques qui sont des actes forts pour provoquer un débat public, mais lui c'est pas symbolique, il va vraiment pas le faire, il va vraiment faire en sorte que des atteintes irrémédiables aux vivants soient commises. C'est ça qui se passe. Au moment où l'habitabilité de la planète est remise en cause, c'est-à-dire que je ne peux pas garantir aujourd'hui aux enfants qui naissent en 2023 que la planète sera encore habitable dans 20 ans. Personne ne peut faire ça. Donc c'est peut-être le moment de se poser la question de ce qui est juste ou pas, de où on met le curseur et de sur quoi portent les débats politiques. Si le débat politique de la semaine, c'est l'héroïsme de Laurent Wauquiez qui ne respecte pas la loi et qui va mettre du béton partout à la place des terres et qu'on ne pourra plus manger local, bon bah ok, j'en prends acte. Voilà. Je voudrais vous interroger sur un autre sujet, le rapport que vous avez aux oppositions et à une opposition en particulier, le Rassemblement national. Votre groupe à l'Assemblée a défendu l'idée qu'il ne fallait plus de vice-présidence du RN dans l'hémicycle. Bon, c'est une proposition qui n'a pas été retenue puisque le RN a conservé ses vice-présidences. Dans quelques jours, il y aura une niche parlementaire du RN. Il y a une proposition qui a déjà émergé, l'idée aussi de mieux accompagner les femmes victimes touchées par l'endométriose. Ce sera non pour vos députés au motif que ça vient du Rassemblement national ? Bon, moi déjà, vous savez que je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis 2014. Ouais. Et donc, je n'ai aucun problème à reconnaître le verdict des urnes et à travailler dans les... Enfin, travailler. Je ne sais pas si on peut qualifier de travail ce qui se passe à Hénin-Beaumont, vu l'attitude de mon maire envers tout ce qui n'est pas lui. Mais la réalité, c'est que quand les gens ont la légitimité des urnes, ils sont dans l'institution et c'est logique. La question de la vice-présidence, c'est pas on veut pas qu'ils siègent. C'est que la vice-présidence qui a été donnée au Front National, j'ai du mal à les appeler avec leur nouveau nom, mais la réalité, c'est qu'on leur donne plus que ce à quoi ils auraient droit. Par un petit accord interne, certains partis se sont arrangés, ils leur ont donné plus que ce à quoi ils avaient. C'est normal que c'était vice-présidence vu leur nombre de députés. Ils font ce qu'ils veulent, ils l'assument, ok, moi j'ai le droit de ne pas être d'accord. Ensuite, il y a ce qu'ils font dans ces institutions. Et on sait que ce parti, outre qu'il est xénophobe, qu'il a
beaucoup de problèmes dans ce qu'il porte sur le fond, est aussi un parti extrêmement démagogue et populiste. Et donc sur l'endométriose, sujet sur lequel je ne les ai jamais entendus, moi c'est un sujet dont j'ai entendu parler pour la première fois en arrivant chez les Verts, il y a maintenant 13-14 ans. Parce que vous féliciter d'une victoire idéologique parce qu'à l'époque, plein de femmes dans ce pays en souffraient, ne savaient pas ce que c'était, étaient dans une sorte d'indifférence générale, d'incompréhension de ce qui leur arrivait. Leur médecin disait oui, prenez votre courage à deux mains, c'est comme ça fait mal. En connaissant très bien le sujet, d'ailleurs, c'est ces médecins hommes qui expliquaient ce que doit être. Et maintenant que la prise de conscience a eu lieu, pourquoi dire par principe on ne les accompagne pas? Je voulais juste vous dire que sur ce sujet, la bataille culturelle a été longue et douloureuse, comme beaucoup de batailles culturelles liées aux femmes. C'est comme ça. Que le RN s'empare du sujet de manière populiste, et vous avez raison, une première victoire, ça veut dire que la bataille culturelle est en phase d'être gagnée. Mais ce qu'il propose, c'est quelque chose qui relève du réglementaire, qui n'a rien à faire dans la loi, que la loi d'ailleurs ne changera rien, qui n'est pas d'ailleurs vraiment possible, c'est ça que j'ai compris, et donc c'est démagogue. Si le Rassemblement national veut vraiment aider les femmes et celles qui souffrent de douleurs menstruelles exacerbées par l'endométriose, pas de problème, qu'il fasse comme vient de faire le président de la métropole de Lyon, une des plus grosses collectivités de France, à mettre en place un congé menstruel. Mais si le RN fait des propositions qui sont opérantes, vous pourriez les voter, ou par principe l'idée même de voter une proposition du RN? Je suis au conseil municipal d'Hénin-Beaumont, vous pensez que je vote contre tout toute la journée? Évidemment que non. Il y a des choses qui sont logiques qu'on aurait fait nous-mêmes et on les vote. Mais la démagogie, surtout sur le dos des femmes, la réponse est non. Et donc, la métropole de Lyon a mis en place la semaine dernière le congé menstruel pour les femmes. C'est Zemorda, une collègue écologiste qui est en charge des ressources humaines comme vice-présidente, qui le fait. C'est soutenu par le président. Ça va changer la vie de beaucoup de femmes dans cette institution. J'en suis extrêmement fière. Si le Rassemblement national veut faire des choses concrètes maintenant, qu'il fasse ça dans ses mairies. Je voudrais qu'on parle de ce qui se passe également à gauche, avec un échange, je ne sais pas comment vous les appelez, de noms d'oiseaux, d'invectives entre Manuel Bompard et Fabien Roussel ces derniers jours. On ne m'avait pas dit. On ne vous avait pas tenu au courant, je vais résumer les épisodes alors. Pour Manuel Bompard de la France Insoumise, Fabien Roussel a décidé de quitter la NUPES. Roussel lui a répondu mais j'en suis jamais sorti. Ce qui a déclenché cette nouvelle passe d'armes, c'est le fait que sur France 2, samedi soir, Fabien Roussel a expliqué qu'il souhaitait que la gauche gagne, mais qu'elle ne gagnerait pas avec Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes team Bompard ou team Roussel? Mais moi, je suis team écologie et je suis team alors là, vous êtes team langue de bois, en l'occurrence. Non, j'ai pas fini. Alors, allez-y. Je suis la team qui veut gagner en 2027. Et donc, j'ai une grande fatigue de voir ces noms d'oiseaux échanger. C'est pas au niveau. Ça ne me rend pas fière de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire. Et le sujet, c'est pas juste qui est pas d'accord avec qui et qui va s'en plaindre sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux télé. C'est les gens qui votent pour nous ou pas, d'ailleurs, qui ont besoin que leur vie change. Parce qu'ils ont besoin de justice sociale et parce qu'ils ont besoin de justice environnementale. Et donc la question est très simple. Il faut qu'on soit au niveau. Et moi, j'entends beaucoup de politiques qui disent « le Rassemblement national, c'est horrible, il faut les combattre, attention 2027 ». Mais les choses sont très simples. On n'a qu'à être meilleur. Et donc moi, mais là, la faute à qui? À Bompard ou à Roussel, concrètement? Qui est dans le faux? Je ne suis pas juge-arbitre des embrouilles entre la France Insoumise et le Parti communiste. Je veux bâtir une coalition solide, celles et ceux que ça intéresse. Et on commence à travailler avec pas mal de gens sur le sujet. Les écologistes ont fait des propositions fortes pour 2027. Préparer une candidature gagnante et commune, sans que nous ne fassions un préalable que ce candidat soit écologiste, en commençant par travailler sur le projet, en travaillant sur une méthode, en travaillant énormément avec la société civile, qui a fait la preuve dans la rue qu'il savait mener des combats sociaux, des intersyndicales, des combats sans... Les Insoumis vous répondent avant 2027. Il y a 2024 les européennes. Ils continuent de vous demander une liste commune. Ils sont prêts à donner la tête de liste aux écologistes. Vous continuez de dire non. Mais vous voyez bien que la politique, ça peut pas être une hypocrisie permanente comme ça. Vous pouvez vous l'appliquer, vous dites 2027, on est prêt à faire l'union, 2024, on n'y est pas prêt. Non, parce que ce sont des scrutins différents. La 5e République, pour ça qu'on va changer la Constitution d'ailleurs, est imparfaite. J'aimerais qu'on la change sur tout et notamment sur les scrutins, donc peut-être en fait faire une 6e République, parce que c'est pas normal que dans un pays comme la France, qui se veut héros démocratique, des partis politiques doivent potentiellement renoncer à présenter des candidats à la présidentielle parce qu'il y a un risque Rassemblement national et qu'il faut faire des barrages et que c'est un tour puis 2 tours et donc il faut faire des choix. Est-ce que la raison, c'est pas simplement que vous dites les européennes, c'est un bon scrutin pour les Verts, donc on veut y aller et on va se compter. C'est un scrutin à un tour. Et donc, la biodiversité, qui, comme chacun sait, est souhaitable dans la nature et en politique, est permise, sans empêcher quiconque d'être 2e tour, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, si, dans des scrutins pareils, les écologistes ne peuvent pas défendre de candidature écologiste avec un projet écologiste et un bulletin vert, alors on le fait quand ? C'est pas ça la démocratie. Donc ça va continuer comme ça jusqu'au 9 juin. Ils vont demander, vous allez dire non, ils vont demander, vous allez dire non. Nous sommes en campagne. Marie Toussaint a été désignée tête de liste en juillet. La stratégie que je vous propose a été très largement, et malgré les pressions constantes et intensives que vous avez mentionnées, revalidée par les militants à 90% au Congrès et à 90%. La France Insoumise fait pression sur vous ?
Je pense que c'est manifeste et que chacun s'en est rendu compte. C'est du lobbying, c'est de la pression, vous appelez ça comme vous voulez, et c'est pas grave. Vous savez, les écologistes en ont quand même vu d'autres dans leur vie politique et sur des combats bien plus importants. Donc voilà, mais n'instrumentalisez pas ce scrutin. Le sujet des européennes, c'est l'Europe. C'est pas qui est d'accord avec qui en France pour refaire je sais pas quoi. C'est l'Europe. Et donc nous sommes un parti européen. Europe Écologie Les Verts, c'est dans notre nom et ça restera dans nos valeurs, évidemment, pour toute la vie. C'est de là d'où on vient. Nous sommes un parti européen, nous voulons défendre une Europe forte, sociale et fédérale, une Europe écologiste, évidemment, avec nos collègues de toute l'Europe, parce qu'on travaille avec les partis verts de toute l'Europe. C'est ça qu'on va faire, sans acrimonie envers personne. Et oui, mais sans aucun problème avec les insoumis. Et à travailler avec eux sur plein de choses s'ils veulent. Vous venez de rappeler, pas dans l'invective. Aujourd'hui, votre parti s'appelle Europe Écologie Les Verts. À partir d'octobre, si j'ai bien compris, il n'y aura plus Europe, il n'y aura plus les Verts. C'est une rupture avec votre engagement européen et l'histoire des Verts ? Évidemment que non. On va s'appeler les écologistes parce qu'on voulait un nom simple, que tout le monde comprenne et qui marque ce que nous sommes, c'est-à-dire écologistes. Europe Écologie Les Verts, c'était l'histoire des Verts, ce parti qui existait avant, qui au moment des européennes de 2009 fait une campagne Europe Écologie, donc on colle Europe Écologie Les Verts, mais on voit bien qu'on est d'accord avec chaque mot, mais c'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose à la fin comme ça, et c'est un vrai... moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais au fait, ça veut dire quoi Europe Écologie Les Verts ? Pourquoi ? C'est un peu bizarre, en fait. Vous savez, c'est la fusion des deux qui n'a jamais vraiment terminé. Et donc, on va aller au bout de cette fusion, s'appelant les écologistes. Europe Écologie Les Verts va rester un temps parce qu'il faut cette transition, que c'est un nom auquel nous sommes attachés. Je sais que beaucoup de journalistes continueront à nous appeler les Verts, par exemple. C'est normal, c'est notre couleur, on s'appelle les Verts partout dans l'Europe, c'est comme ça. Mais ce que nous voulons marquer avec le nom des écologistes, c'est le lancement d'un grand mouvement fédérateur qui montre que nous serons bien plus qu'un parti politique. On va lancer une application téléphone, par exemple, pour tous les écologistes de ce pays, qu'ils soient écologistes politiques ou pas, qu'ils soient engagés ou pas. S'ils ont l'écologie dans un coin de leur tête, on veut travailler avec eux. C'est l'âge de la maturité, on va dire, pour les écologistes. Et c'est ça qu'on lancera le 14 octobre. Un peu de suspense, mais vous verrez, c'est dans pas longtemps maintenant. Et peut-être même seront-ils désormais raisonnables, ces écologistes qu'on dit si turbulents. Merci beaucoup, sommes déjà. Marine Tondelier, d'avoir été sur LCI.